Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, dans notre émission spéciale de fin d'année, nous allons dresser un bilan de l'économie chinoise en 2019. Avec un taux de croissance de 6% pour le troisième trimestre, l'économie chinoise a enregistré son rythme de croissance le plus bas depuis 27 ans. Comment expliquer un tel ralentissement ? Et récemment, le gouvernement chinois a donné le ton pour le travail économique de l'année prochaine, révélant que les pressions à la baisse allaient persister. Avec une conjoncture difficile sur le plan national comme international, quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement s'il veut maintenir la croissance, élément crucial pour la stabilité sociale? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Lin Yifan. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on a vu que durant le troisième trimestre, l'économie chinoise a enregistré un taux de croissance très bas, le record 6%. Donc, comment expliquez-vous ce ralentissement et pensez-vous que c'est inquiétant? Oh, ce n'est pas tellement inquiétant, oui, c'est un taux de croissance le plus bas depuis très très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Mais si on regarde le court terme et le long terme, à court terme, il n'y a pas de souci à se faire parce que nous avons tout récemment les statistiques du mois de novembre. Le porte-parole du Bureau national de statistique a révélé que finalement, toutes les figures économiques montrent que finalement l'économie chinoise serait déjà atteint le fond et serait sur le point de se rebondir. Donc d'une certaine manière, à court terme, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. Mais à moyen et à long terme, oui, effectivement, l'économie chinoise est tombée dans une période de croissance relativement modérée. Donc la période de croissance rapide est terminée. Et il y a des raisons à la fois cycliques et structurelles. Cycliques parce que si on regarde par exemple la croissance mondiale, la croissance mondiale est en baisse sensiblement, en particulier le taux de croissance du commerce international commence à baisser plus sensiblement que le taux de la croissance mondiale. Alors comme la Chine est la première puissance commerciale du monde, eh bien, cet abaissement de la croissance du commerce national a des impacts importants sur la croissance chinoise. Donc ça, c'est vrai. Donc cycliquement, comme l'économie mondiale est en déclin, et fait face plutôt à une récession, en dépit de tous les efforts des pays développés pour faire pousser la croissance, et le taux de croissance laisse beaucoup à désirer. Et c'est ça qui gêne un peu la croissance chinoise. Mais du point de vue structurel, là aussi, la Chine est en face comment on dit, de franchir des étapes de sa manufacture transition de modèle bas de économique gamme pour monter sur ce qu'on appelle le niveau de la manufacture haut de gamme. Donc des procédures et des étapes de production manufacturière plus sophistiquées. Ça prendra un peu de temps. La transformation prend un peu de temps. La transition, pendant la période de transition, le taux de croissance se ralentit, c'est probablement naturel. Alors, on voit que le chiffre n'est pas encore sorti parce qu'on est au cours de le chiffre n'est pas encore sorti pour le dernier mois, oui. Mais sur l'ensemble de la performance économique de 2019, pouvez-vous faire quelques commentaires? Oui, pour l'année de 2019, oui, il y a un ralentissement de la croissance par rapport à l'année dernière. Mais en tout, il ne faut pas oublier que nous avons un plan de développement quinquennal. Si on regarde le tout, les 5 dernières ou les 4 dernières années, parce que la dernière année du plan quinquennal, du 13e plan quinquennal, serait de 2016 à 2020. Donc, il y a encore un an. Mais de 2016 à 2018,
nous avons un taux de croissance supérieur à 6,5%, alors que l'objectif du plan du 13e plan quinquennal est 6% pour les 5 années de 2016 à 2020. Pour les 15 ans, le taux de croissance moyen est fixé à 6%. Si on regarde, d'après, à en juger par ce critère de 6% tous les ans, eh bien, même si on arrive à 5 quelques pourcents pour le 2020, et en moyenne, on aura tout de même un taux de croissance moyenne de 6%. Donc ça va. Ce n'est pas désastreux, c'est un ralentissement de la croissance, mais le rythme de la croissance est sous le contrôle et correspond bien aux objectifs fixés pour le 15e plan quinquennal. On voit que récemment, il y avait cette conférence centrale sur le travail économique. C'est une réunion annuelle pour donner le ton pour le travail économique de l'année prochaine. Et on voit que sur cette conférence, on a évoqué des pressions à la baisse et on a contribué cette pression à 3 types de raisons. Vous avez évoqué tout à l'heure les raisons structurelles et cycliques, et il y a aussi des raisons systémiques. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage quelles seront les pressions à la baisse pour l'économie chinoise? Oh oui, il y a des pressions à la baisse de l'économie chinoise. J'ai mentionné le facteur cyclique, le facteur structurel. Le facteur sismique, c'est comment vous expliquer ça? Un peu compliqué, parce que sismique, cela veut dire que par exemple, du point de vue financier, on avait peur que dans le passé, surtout, il y avait une augmentation sensible de dette. L'endettement ou l'augmentation de l'endettement par les entreprises, par les autorités locales, pourrait un problème qui gênerait le développement de l'économie chinoise à long terme. Donc cette année, nous avons procédé à une espèce de deleveraging en anglais, ça veut dire que de désendettement. Mais le processus de désendettement a été enclenché un peu de façon un peu forcée et arbitraire. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises qui ont même des entreprises ont eu un niveau de développement relativement stable. Et ce sont des entreprises dans des domaines de développement souhaités par le gouvernement, et elles ont du mal à financer leurs projets de développement, c'est-à-dire à cause de ce processus de désendettement. Mais ça aussi, c'est parce que on a voulu réduire le risque systémique du secteur financier. Donc, mais finalement, il faut avoir une vision plus dialectique des choses, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, il faudrait séparer l'endettement dû au plan de relance, par exemple, etc., et l'endettement dû au plan de développement, surtout du développement stratégique des entreprises. Quelquefois, il faut soutenir le plan stratégique de développement des entreprises, surtout dans des secteurs technologiques de pointe, pour que ça génère dans l'avenir des bénéfices et des effets de développement qui seraient beaucoup plus larges sur l'économie dans son ensemble. Et là, il ne faut pas que pour reprendre une expression en fait une expression norvégienne, il faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Et dans ce cas-là, donc, il faut faire plus attention à cela. En fait, il y a beaucoup d'analyses déjà, je pense, au début d'année sur les pressions à la baisse à l'économie chinoise, et le gouvernement a fait des mesures comme par exemple la réduction d'impôts qui vise à aider justement les entreprises et aussi les individus. Est-ce que cette réduction d'impôts d'une ampleur, on peut dire, du jamais vu, est-ce qu'ils ont déjà des effets escomptés? En Chine,
En fait, je suis allé un peu partout cette année, et tout récemment, je suis revenu de Wuhan, etc. Les entreprises, surtout les entreprises manufacturières, n'ont pas vraiment senti les effets de la réduction d'impôts. Parce qu'il y a toutes sortes de choses. La réduction d'impôts concerne seulement la TVA, etc. C'est un processus un peu compliqué, pas facile à saisir. Contrairement aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, ils ont réduit sensiblement les impôts et la réduction de l'impôt a contribué à la croissance, surtout contribué à la prospérité de la bourse. Parce que les entreprises ont fait revenir beaucoup de liquidités, ont investi dans le marché financier pour racheter leurs actions, etc., ce qui fait monter la cote de la bourse à New York. Tandis qu'en Chine, non, ce genre de phénomènes n'ont pas apparu. Par contre, les entreprises n'ont pas vraiment senti les bénéfices de la réduction de l'impôt sur leurs revenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup plus de liquidité pour financer le marché. Au contraire, dans le système, dans le processus de désendettement, etc., les entreprises ont plutôt senti un resserrement de la politique monétaire, d'une certaine manière. Donc, ils n'ont pas vraiment senti les effets de la réduction de l'impôt sur, disons, le tournant du fond de ces entreprises. Alors, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la réduction d'impôts n'a pas vraiment se fait sentir sur les entreprises. Alors, face aux pressions de la baisse de l'économie chinoise, quelles sont les autres marges de manœuvre existantes pour le gouvernement pour relever ces défis alors? Si vous regardez les décisions prises, par exemple, par la Banque centrale de Chine, par la Banque populaire de Chine, par le gouvernement chinois, donc par le ministère des Finances, etc., on commence à prendre conscience de cet écart entre la réduction d'impôts et le resserrement ou le processus de désendettement financier, etc. Donc, on a déjà pris des mesures pour essayer d'alléger le manque de liquidité sur le marché. On a déjà pris des mesures pour faciliter l'accès au capital, au marché des capitaux des entreprises dites technologiques, etc. Et puis en plus, le gouvernement a pris une mesure pour faciliter, pour améliorer les faiblesses de l'économie chinoise, c'est-à-dire les secteurs qui sentent un besoin, mais où technologiquement parlant, dépendent encore beaucoup de l'extérieur. Donc il faudrait encourager l'investissement dans ces secteurs pour former des technologies nationales, etc. Et ça, ce sont des décisions déjà prises qui donneraient probablement des effets dans les mois à venir. Alors, on a un peu aller dans le concret tout à l'heure, mais si on prend un recul pour voir la politique macroéconomique dans son ensemble, que faut-il attendre de la politique monétaire budgétaire pour l'année 2020? Je pense que pour l'année à venir, pour l'année 2020, visiblement, le gouvernement va appliquer une politique monétaire encore prudente, modérée. Parce que nous ne vivons pas isolés dans le monde. Il faut regarder aussi les politiques monétaires d'autres pays. La Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, est en train de baisser le taux d'intérêt et de relâcher beaucoup de liquidités sur le marché. Dernièrement, sur la bourse de New York, la Réserve fédérale a injecté encore de liquidités pour essayer d'alléger aussi le manque de liquidité aussi, parce qu'aux États-Unis, il a paru aussi un manque de liquidité sur le marché, donc la Réserve fédérale a intervenu sur le marché pour relâcher de liquidité et le taux d'intérêt a été baissé 3 fois dans l'année. Donc tout cela donne un signal d'assouplissement de la politique monétaire. En Europe, la Banque centrale européenne est toujours en train d'appliquer le taux négatif, le taux nominal négatif
Donc, ce qui n'encourage pas l'épargne, ce qui encourage l'investissement, etc. Le Japon, la Banque du Japon, la Banque centrale du Japon, continue à appliquer la politique monétaire de taux négatifs. Tout cela fait que finalement, en Chine, il faut faire attention à ce genre de choses. Et on ne peut pas se permettre d'appliquer une politique monétaire complètement contraire à la tendance générale des choses. En Chine, donc il faut faire attention à, disons, à une espèce de provision de liquidité au marché, tout en faisant attention à la montée de l'inflation. Parce que cette année, nous avons assisté à une espèce de montée inflationniste sur un marché chinois dû au manque de porc, parce que le marché chinois a été affecté par un virus de porc, donc on a été obligé d'éliminer dans beaucoup de régions de Chine des porcs, etc. Le prix du porc était incroyable. C'est ça. En plus, le porc constitue un aliment majeur dans le calcul d'index de l'inflation, etc. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. La politique monétaire serait très modérée. Et je pense que du point de vue de la politique fiscale, le gouvernement peut encore accélérer des pas pour, par exemple, encourager, pour subventionner, par exemple, l'investissement dans des technologies de pointe, etc. Le gouvernement peut aussi réduire des impôts parce que, vu la recette fiscale de l'État, le ministère des Finances a les moyens de réduire encore des impôts sur des secteurs importants pour encourager l'investissement, etc. Ça aussi, c'est faisable. Et effectivement, on voit que la stabilité a été mise en avant comme le mot phare pour le travail économique de l'année prochaine durant cette conférence. Donc, comment faut-il interpréter ce choix? Est-ce que ça veut dire que le moment de décollage est passé, donc aujourd'hui, c'est la stabilité le plus important? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à vraiment l'atterrissage? Donc, on a déjà atterré comme... Oui, oui. Le mot, la stabilité, a été mis en avant par la conférence centrale de travail économique, montre que finalement, les dirigeants chinois ne sont pas très inquiets, du ralentissement de la croissance. Parce que... c'est dans leurs prévisions, si on peut dire? Non, parce que si le ralentissement est devenu un souci majeur dans le travail de l'année prochaine, donc l'accent aurait été mis sur une stimulation ou des mesures de stimulation de la croissance, etc. Non, il n'y a pas de terme pour stimuler la croissance. Cela veut dire que finalement, on n'est pas tellement soucieux de ce qu'on appelle le ralentissement de la croissance, etc. Le ralentissement de la croissance ne fait pas partie des soucis de la priorité du travail du gouvernement. Donc, ce n'est pas très important. C'est la stabilité. Donc, pour assurer la stabilité, on peut concevoir facilement que la politique monétaire ne sera pas très agressive, ne serait pas très accommodante, autrement. La politique fiscale serait aussi modérée, mais très ponctuelle. Dans des endroits bien précis, le gouvernement peut y mettre des fonds d'investissement, encourager des investissements et réduire des impôts pour stimuler la consommation, etc. Mais ce ne sera pas de politique très généralisée. Beaucoup de monde sont très curieux sur en fait l'influence de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur l'économie chinoise. Pensez-vous qu'il y a une partie de ralentissement qui est due à cette guerre, et est-ce qu'on va encore subir les conséquences l'année prochaine? Non, heureusement, parce que tout dernièrement, il paraît que le président Trump aurait signé l'accord de cessez-le-feu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cela veut dire que je pense que l'année prochaine, il n'y aura pas d'escalation de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Au contraire,
on est en train de faire des efforts pour essayer de ramener un peu l'intensité de cette guerre commerciale. On ne peut pas espérer que du jour au lendemain, le gouvernement Trump supprime tous les droits de douane, toutes les taxes. C'est pas réalisable. Mais on espère qu'à travers les négociations, que finalement, un jour ou l'autre, ils se sont rendus compte que finalement la guerre commerciale ne pourrait pas apporter beaucoup plus de bénéfices à leur économie, au contraire, parce que l'année prochaine, c'est l'année électorale. Alors, le président Trump est lancé dans une autre campagne de réélection et il n'a pas intérêt à ce que la guerre commerciale soit un facteur au détriment de la croissance américaine. Sinon, au milieu d'une récession, un président en raciste aurait du mal à montrer à ses électeurs que finalement c'est la voie correcte. Mais dans cette guerre commerciale, on peut observer déjà une sorte de découplage. Pensez-vous que la Chine a-t-elle le moyen vraiment d'avoir une indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis? En fait, oui. Le mot découplage est revenu très souvent dans la presse américaine cette année, et surtout le découplage est un terme utilisé par beaucoup de parlementaires américains, par le congressman, par le Congrès américain, mais finalement c'est un terme dangereux parce que beaucoup d'entreprises américaines sont allées protester contre ce genre de termes ou contre ce genre de pratiques, parce que en fait la guerre commerciale sert quelquefois à forcer les entreprises étrangères, surtout américaines, à se déplacer de la Chine. Mais d'abord, c'est un processus long et compliqué et coûteux. Est-ce que les entreprises américaines seraient capables de trouver un autre endroit pour maintenir le même coût de travail, le même coût de production dans un autre endroit que la Chine? Je ne suis pas sûr. Puis en plus, encore sur le plan du travail technique et technologique, il est encore loin de pouvoir assurer que les États-Unis puissent trouver des endroits qui remplaceraient facilement la Chine. Il y a ça. Donc, des entreprises technologiques américaines se sont fait beaucoup de soucis. Ils sont protestés contre le Congrès américain, ils sont allés protester contre la Maison-Blanche pour ce genre de découplage. D'un autre côté, la Chine elle-même se prépare pour une telle éventualité. Parce que le développement de la Chine ne doit pas être interrompu par une telle perspective. Donc, de toute façon, les entreprises technologiques chinoises se préparent pour une telle éventualité. Malgré le ralentissement, on voit beaucoup de grands titres dans les presses étrangères pour dire que le ralentissement chinois est inquiétant. Selon un rapport réalisé récemment par la Chambre de commerce européen, plus de la moitié des entreprises interviewées ont l'intention d'élargir leurs affaires en Chine. Donc pensez-vous est-ce que c'est un peu contradictoire? Donc quelles sont les opportunités? C'est ça, c'est vrai. En dépit du ralentissement de la croissance chinoise, le taux de croissance chinoise est tout de même plus que le double du taux de croissance moyenne du monde. Le taux de croissance moyenne de l'économie mondiale serait seulement de 3%. Nous avons un taux de croissance de 6%. Nous avons tout de même le double du taux de croissance du monde. Mais en plus, si on regarde le taux de croissance dans les pays développés, c'est encore déplorable. Même le moteur de l'économie européenne, l'Allemagne, et depuis le deuxième semestre, est dompé au taux de croissance pratiquement zéro, donc inférieur à 1%. Et donc la zone euro ou l'Union européenne aurait des difficultés de développement, de la croissance, etc. Les États-Unis sont un peu à bout de force parce que l'économie américaine a été dopée
par la réduction de l'impôt, etc. Ceci, mais le bénéfice de la réduction de l'impôt ne se fait sentir que sur la bourse. Parce que dans le secteur de l'économie réelle, dans le secteur de la manufacture, etc., le développement a été affecté par la guerre commerciale, etc., parce que la guerre commerciale est nuisible au développement de l'économie réelle, parce qu'il y a une telle interdépendance dans les économies du monde que finalement la taxe affecte beaucoup la chaîne de production globale, qui affecte aussi les États-Unis, la partie de production aux États-Unis, la partie de consommation aux États-Unis, etc., etc. Donc la guerre commerciale est nuisible à la reprise de l'économie réelle dans le monde et aux États-Unis. Seulement l'économie américaine, en apparence encore relativement robuste, est due à la réduction de l'impôt et à l'investissement massif des fonds grâce à la réduction des impôts, mais l'investissement de ces fonds sur la bourse seulement. Donc c'est en quelque sorte une espèce de bulle artificielle qui ne pourrait pas durer éternellement. Donc la Chine reste encore un endroit propice pour les C'est ça, pour cette raison, il suffit de citer quelques études réalisées tout récemment par quelques agences de conseil. Par exemple par Roland Berger, une agence de conseil européenne, ou par une autre agence de conseil américaine, McKinsey. Et ils ont tous expliqué que finalement, la Chine reste encore le marché le plus dynamique de l'économie mondiale. Et là, comme le gouvernement chinois a décidé de prendre des mesures pour encourager l'ouverture. Et alors, du coup, le marché chinois est devenu le marché le plus attrayant dans le monde. Regardez l'investissement surtout dans des secteurs de manufacture compliqués, complexes ou avancés, très difficiles. Il y a toujours plus d'investissements en Chine qu'en dans tout le reste du monde. L'année dernière, ou cette année, en 2019, cette année, nous avons réussi à attirer beaucoup plus d'investissements dans ce secteur, dans le secteur de la manufacture avancée, technologique, etc. La Chine a reçu le plus d'investissements du monde. Très brièvement, pour la dernière question, quelles sont vos prévisions pour l'année 2020 et quels seront les principaux moteurs de croissance pour l'économie chinoise? Pour une fois, je répète ce que j'ai dit, 2020, ce serait la dernière année du 13e plan quinquennal et je pense qu'en tout, on aurait atteint l'objectif de taux de croissance de 6% pour les 5 ans et finalement on va essayer de maintenir la stabilité de la croissance en essayant d'améliorer la structure, d'améliorer l'efficacité du développement, etc. Comme l'année 2020 sera l'année de la mise en application de la technologie de 5G, je pense qu'il y aurait beaucoup d'activités sorties qui accompagneraient le développement de cette technologie nouvelle de télécommunication. L'Internet sera utilisé non seulement pour la communication, mais aussi pour la production industrielle. Et dans ce domaine-là, je pense qu'on pourrait espérer raisonnablement qu'il y aurait encore une augmentation du taux de la productivité dans beaucoup de secteurs et qui contribuerait à l'amélioration de la structure de l'économie chinoise et aussi au taux de la croissance. Alors je vous remercie, M. Ding Yifan, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.